Bonjour, c'est Madame Selman Mariam, étudiante en master pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé de Casablanca. Permettez-moi de vous présenter, en collaboration avec Monsieur Wirdeni Marwan, un cours sur les bases d'anesthésie. Pour commencer, on va enchaîner avec le plan suivant. Les agents anesthésiques et leur utilisation, les différents types d'anesthésie, à savoir l'anesthésie générale et l'anesthésie locorégionale. Comme vous savez, l'anesthésie est un acte qui permet la suppression des sensations, particulièrement la sensation de la douleur. Autrement dit, il s'agit de la privation générale ou partielle de la faculté de sentir. Pour ce faire, on va avoir recours aux différentes familles d'agents anesthésiques. La première famille, c'est les hypnotiques ou bien ce qu'on appelle les barbituriques. Ils nous permettent d'induire un état de sommeil profond. Le deuxième type, c'est les analgésiques qui permettent la suppression des sensations douloureuses. Le troisième type permet d'induire un relâchement musculaire. C'est la famille des myorelaxants ou bien des cures rares. Tout cela, c'est pour permettre un geste chirurgical ou interventionnel dans les meilleures conditions. Passons maintenant aux différents types d'anesthésie et leurs voies d'administration. Il existe deux types d'anesthésie majeure. Le premier est l'anesthésie générale. Le second est l'anesthésie locorégionale qu'on va voir avec plus de détails par la suite. Concernant les différentes voies d'administration des produits anesthésiques, il existe la voie injectable à travers l'intraveineuse ou l'infiltration, la voie inhalée par les gaz halogénés et la voie externe par l'utilisation des patchs et des crèmes anesthésiques. L'anesthésie générale est une technique qui permet d'induire un état comparable à un sommeil profond à travers l'injection ou l'inhalation des gaz anesthésiques. Il nécessite d'être à jeun minimum 6 heures avant l'acte opératoire. Il permet la suppression des sensations douloureuses et elle est compatible avec tous les types de chirurgie. L'anesthésie générale entraîne un arrêt de la respiration spontanée du patient, d'où l'intérêt d'une intubation trachéale avec une ventilation artificielle et une assistance du patient. Il entraîne une perte des réflexes de protection des voies aériennes et il nécessite une surveillance du patient tout au long de l'intervention chirurgicale avant le passage en salle de réveil. Pour l'anesthésie locorégionale, comme définition, on entend dire par l'anesthésie locorégionale une abolition transitoire de la conduction nerveuse dans un territoire corporel prédéfini. Pour le mécanisme d'action des anesthésiques locaux, il entraîne premièrement un blocage du passage transmembranaire de sodium par fixation de l'anesthésique locale sur la face intracellulaire du récepteur, une stabilisation du potentiel de repos, plus de génération du potentiel d'action et donc un blocage de la transmission de l'influx nerveux. Passons maintenant aux différents types d'anesthésie locorégionale. Il faut savoir que l'anesthésie locorégionale est composée de deux grands types majeurs, l'anesthésie locorégionale périmédulaire et l'anesthésie locorégionale périphérique. La périmédulaire se décompose en rachianesthésie et en péridurale. L'anesthésie locorégionale périphérique, quant à elle, elle est composée de blocs de membres supérieurs, de blocs de membres inférieurs et d'anesthésie locorégionale locale. Après l'injection des anesthésiques locaux, on observe une élévation de la température suite à une vasodilatation. Par la suite, il y a l'installation du bloc sympathique, ce qui entraîne une perte de la sensation, de la température et un allègement de la douleur. Le bloc sensitif est aussi installé, ce qui entraîne une perte de la motricité. On peut l'évaluer
à travers le test du Peak Touch. Et à la fin, on a l'installation du bloc moteur qu'on peut évaluer par la réflexion et la flexion des genoux et des orteils s'il s'agit des membres inférieurs. Le premier anesthésique local qui a été découvert était en 1860 en Pérou. Et il s'agit bien évidemment de la fameuse molécule de la cocaïne. Cette plante a été utilisée pour induire une première anesthésie pour la réalisation d'une opération ophtalmologique. Désormais, il n'y a plus d'usage thérapeutique de la cocaïne. Cette plante a été remplacée par une variété de molécules anesthésiques pour induire l'anesthésie locorégionale. On peut parler de la lidocaïne, de la bupivacaïne ou bien de la xylocaïne. Pour réaliser un bloc périphérique, on doit tout d'abord avoir une idée sur la durée d'intervention chirurgicale afin de choisir la molécule anesthésique adaptée. Pour ce faire, on doit distinguer entre les blocs de courte durée et les blocs de longue durée. Pour les blocs de courte durée, on va utiliser la lidocaïne et la bupivacaïne. Ils sont destinés pour les chirurgies ambulatoires et les chirurgies peu douloureuses et les blocs moteurs courts. Pour le bloc de longue durée, on va avoir recours à l'utilisation de la ropivacaïne qui sont destinés pour les chirurgies lourdes comme les prothèses de genoux et les blocs fémorales. La réalisation des blocs périphériques se fait à travers l'utilisation du neurostimulateur et de l'échographie. Cela permet de repérer les nerfs et les plexus, de visualiser la diffusion de l'anesthésique locale afin d'éviter les ponctions vasculaires et les ponctions intraneuronales. L'injection du produit anesthésique doit se faire au pourtour du nerf. C'est pour cela qu'on va avoir recours à l'utilisation du neurostimulateur. Maintenant, passons à faire la distinction entre trachéanesthésie et péridurale. Quelle est la différence entre ces deux types d'anesthésie? Pour la trachéanesthésie, le blocage des racines nerveuses se fait sous le niveau d'injection d'un anesthésique local, c'est-à-dire l'injection se fait dans l'espace arachnoïdien. Le contact est direct de l'anesthésique local avec les racines rachidiennes, puis avec la queue de cheval. Par la suite, il y aura l'installation du bloc sympathique, puis du bloc sensitif et enfin le bloc moteur. La trachéanesthésie est réalisée à travers la ponction au niveau de la queue de cheval au-dessous de L2, c'est-à-dire la ligne passant par les deux épines iliaques postérieures. Elle est indiquée dans différentes situations, chez le patient allergique et asthmatique, chez le coronarien, le diabétique, en cas d'estomac plein et pour les personnes âgées. Passons maintenant à la péridurale. Le principe de la péridurale, c'est le blocage des fibres sensitives par injection d'un anesthésique local au contact des racines nerveuses, c'est-à-dire dans l'espace péridural. L'injection en site lombaire ou thoracique est également possible, ce qui permet une diffusion de l'anesthésique locale en hauteur selon le volume injecté. On place un cathéter et on le laisse afin de pouvoir ajouter une dose selon le besoin. L'analgésie péridurale trouve une large utilisation en obstétrique car il permet de préserver l'état de conscience de la parturiente tout en participant à l'acte d'accouchement. Cela se fait à travers le blocage des sensations douloureuses provenant au moment de contraction de l'utérus. Il permet de produire une analgésie et une anesthésie de qualité. Également, il permet d'obtenir un niveau métamétrique adéquat à la chirurgie. Et enfin, il entraîne une bonne stabilité des fonctions vitales.
Cela n'empêche d'avoir une surveillance spécifique, car il y a un risque d'hypotension artérielle et de bradycardie. Il y a également un risque de détresse respiratoire lié à l'utilisation de la morphine. Le risque des nausées et vomissements est également présent. Une compression médulaire due à un hématome peut être aussi possible. L'apparition de fièvre due à une méningite bactérienne ou bien à une infection. Et le malaise et les vertiges au lever des patientes dus à la brèche durale. À la fin, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.